Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le chantier 6-15 ans est heureux de vous offrir cette conférence Transfert de connaissances. Je suis Janie Pinard-Duhem, directrice adjointe à la table éducation Outaouais, et je serai votre facilitatrice pour cet événement. Donc, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Mme Amélie Ferland. Amélie est détentrice d'un baccalauréat en communication profil relations publiques à l'UQAM. Elle a commencé sa carrière comme consultante en communication pour des organismes dédiés à la santé, à la culture et à l'éducation. Elle a ensuite occupé un poste de conseillère principale en communication pour Équiterre pendant plusieurs années, ce qui l'a emmenée à lancer des campagnes de marketing sociétal visant notamment à transformer les comportements dans le but de réduire l'impact des changements climatiques. Ne reculant devant aucun défi, elle s'est illustrée comme directrice des communications et de la programmation à la Maison du développement durable, un nouveau bâtiment écologique qu'il fallait faire découvrir et animer pour en faire un pôle de réflexion, d'éducation, d'innovation et de rencontre. Maintenant, directrice des communications à Alloprof depuis 5 ans, Amélie Ferland met toute son expertise, sa créativité au profit de la réussite éducative et de la persévérance scolaire, une mission qui lui tient grandement à cœur. Surnommée amicalement la pieuvre, elle déploie des efforts tentaculaires pour faire rayonner Alloprof auprès des jeunes, des parents et des enseignants du Québec. Bienvenue, Amélie. Merci. Quelle belle présentation. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner du premier coup. Je te confirme que ça fonctionne. Alors, parfait. Alors, bonjour et merci de participer à cet atelier visant à découvrir les meilleures stratégies à utiliser pour rejoindre les parents faibles lecteurs. Mon objectif, pour avoir travaillé depuis 20 ans en communication dans des organisations à but non lucratif, c'est vraiment de vous partager avec vous des idées de bons coups. En fait, j'ai organisé ça en 10 tactiques clés qu'on a mis de l'avant chez Alloprof et qui pourraient vous inspirer. C'est ma première conférence sur le sujet, alors j'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment mis l'accent sur des conseils que je voulais pratico-pratiques, des exemples réels. J'ai mis de côté les grandes théories de communication. Bien sûr, là, il faut garder en tête que tout ce que je vais vous présenter, ça fait partie d'un grand plan de communication annuel, d'une démarche stratégique qui comprend des objectifs, des indicateurs de performance, qui tient compte de notre entonnoir de conversion. Je vais quand même vous en glisser un mot, de nos personas et d'une multitude de facteurs liés à notre écosystème socio-politique, économique. Bref, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur ce que je pense qui pourrait vous être utile et pertinent dans le contexte de l'atelier. Vous pouvez me poser vos questions à mesure et si je ne peux pas y répondre, je ferai le suivi auprès de mon équipe de professionnels aguerris. Alors, c'est parti. Bien sûr, comme toutes les suggestions que je vais vous faire aujourd'hui sont liées à Alloprof, qui est comme notre étude de cas du jour. J'ai pensé faire un rapide survol de notre organisme, puisque je pense que tout le monde, surtout si vous travaillez en soutien à la réussite scolaire, avait déjà une petite idée de ce qu'est Alloprof. Donc, on veut offrir des ressources gratuites pour aider les élèves, mais aussi les parents à réussir leur parcours scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un impact parce que les élèves qui nous utilisent, la recherche le démontre, gagnent en confiance en eux, en autonomie, en motivation. 3 facteurs qui jouent un rôle dans la persévérance scolaire. Alloprof, on fête nos 25 ans cette année, puis je pense qu'on peut se réjouir de notre impact parce qu'on voit que les chiffres sont vraiment spectaculaires. 95% des élèves utilisent Alloprof, 550 000 élèves utilisent régulièrement le site. On a une croissance annuelle moyenne d'utilisation de 35%. Puis, on a soutenu 60 millions d'apprentissages juste l'année dernière. 60 millions de fois, on a donné un petit coup de pouce à un élève d'une façon ou d'une autre. Fait voilà. Et en fait,
je vous présente ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au Québec, dans le contexte où nous, notre public principal, ce sont des mineurs, c'est quand même assez difficile de communiquer avec les élèves. Donc, on met aussi beaucoup d'efforts à rejoindre les deux acteurs qui ont le plus d'influence sur leur réussite. C'est qui? C'est les parents et les enseignants. Donc, aujourd'hui, je vous parle de nos tactiques pour rejoindre les parents. Et je vais le faire en commençant par survoler Alloprof Parents, qui va être un peu notre modèle à suivre. On a développé Alloprof Parents il y a 5 ans dans le but d'offrir gratuitement aux parents des ressources pratiques pour les aider à soutenir leur enfant dans leur parcours scolaire. Puis l'objectif, c'était à la fois de faire du parent un ambassadeur d'Alloprof auprès de son enfant et d'accroître son empowerment parental, l'aider lui à mieux accompagner son enfant concrètement. Puis, on avait constaté que les besoins les plus criants, c'était les parents de milieux défavorisés, faiblement scolarisés, nouvellement arrivés au Québec, dont un enfant présente un trouble d'apprentissage léger ou des difficultés d'apprentissage, qui recherchaient de l'accompagnement professionnel, qui se posaient des questions. Et je pense que c'est un peu ces parents-là que vous voulez aussi rejoindre de votre côté. Alors, c'est là-dessus donc on va se concentrer aujourd'hui. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de vraiment s'assurer d'avoir un maximum d'informations sur votre public avant d'entreprendre des vraies actions de communication. Plus on fait de recherches avec des sondages internes, externes, plus on apprend à connaître son public, plus on peut s'assurer de bien répondre à ses préoccupations et à ses besoins. Des ressources plus populaires que jamais. Dans le fond, en 5 ans, Alloprof Parents aura réussi à avoir un public là, de 200 000 parents utilisateurs. On a 600 000 pages vues sur notre site Internet par année, 90 000 abonnés à notre infolette par an, 53 000 abonnés à la page Facebook d'Alloprof. Et la bonne nouvelle, c'est que le public parent, pour nous, c'est le public qui est le plus facile à rejoindre si on compare, par exemple, aux élèves ou aux enseignants. Donc, c'est vraiment super intéressant d'aller parler à ce public qui est friand, justement, en plus de ce qu'on a à lui offrir. Alors, je vous l'ai promis, on y arrive. Je vais maintenant vous présenter les 10 tactiques clés que j'ai travaillées pour vous, visant vraiment à rejoindre les parents de 6 à 17 ans avec un effort pour les plus vulnérables. La première tactique que je vous recommande, c'est le marketing de contenu. Et ça veut dire vraiment, si vous avez les ressources pour en faire, c'est une approche vraiment intéressante. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine. De notre côté, là, on a développé 1000 contenus pour aider les parents dans le cadre d'Alloprof Parents, puis ça prend autant la forme d'articles, de chroniques, de vidéos, d'outils imprimables. Le but, c'est vraiment de faire des contenus de qualité, mais pour s'assurer de rejoindre les parents faibles lecteurs, on a misé sur 6 stratégies. D'abord, les textes sont vraiment écrits dans un langage simple et accessible afin d'être bien compréhensibles. Ça a l'air évident, mais je révise encore des textes. Je suis sûre qu'on peut trouver une façon plus simple d'écrire ça. C'est très bien dit, mais c'est pas, on parle à quelqu'un, sujet, verbe, complément, il faut que ça soit super simple et puré. Tous nos articles commencent par un résumé en 5 points des éléments essentiels. Comme ça, si quelqu'un n'est pas nécessairement paresseux, mais ça peut être plus long de lire pour X mille raisons, il y a un résumé bien clair en début de l'article de ce qu'il doit retenir. D'ailleurs, Naître et grandir, j'ai vu qu'ils faisaient la même chose dans leurs articles. Là, ça finit avec eux, ils terminent avec 5 points à retenir, donc ça peut être vraiment une façon de rejoindre les parents faibles lecteurs. Le nombre de mots dans nos articles a été adapté, mais on s'est fait jouer un tour avec ça. On s'est rendu compte que, moins on met de mots, plus ça va être facile à lire, donc on va mettre juste 250. On a tout réduit la longueur de nos articles, puis on s'est rendu compte qu'on se faisait pénaliser par rapport à notre référencement Google. Je vais en reparler plus loin. Et donc, idéalement, ça prend au moins 500 mots pour être référencé par Google, plus 700 idéalement. Donc, nous, on s'en tient toujours à des articles entre 500 et 700 mots pour essayer de jouer sur les 2 terrains de jeu.
Pour faciliter l'accessibilité aux plus faibles lecteurs, on a aussi mis un lecteur audio dans les textes. Au début, nous, on enregistrait nous-mêmes les textes, mais c'est compliqué de faire des enregistrements parce que quand on fait des mises à jour, allonge le texte, raccourcit le texte, il faut tout réenregistrer, c'est compliqué. On est en train d'explorer des solutions de lecteurs automatisés, mais c'est encore un peu dispendieux par rapport à notre volume de lecteurs. Mais il y a de plus en plus d'offres sur le marché de lecteurs audio. Je pense que ça peut être intéressant dans certains contextes. Si vous avez peu de contenu, ça peut être aussi intéressant de les enregistrer vous-même. Pour faciliter l'accessibilité, on a aussi créé des vidéos. Puis je propose d'y revenir quand on va parler des réseaux sociaux parce que ça fonctionne très bien sur ces plateformes-là aussi. Et enfin, cette fois, pour faciliter l'accès à l'information des parents allophones ou autochtones qui sont plus susceptibles d'avoir la difficulté à accompagner leur enfant dans le système scolaire francophone, on a tout traduit nos contenus en anglais. Ça peut être évidemment la langue, une autre piste. La deuxième tactique que je vous recommanderais, ce sont les partenariats de contenu. Les partenariats, là, c'est vraiment une formule gagnante quand on n'a plus de moyens, mais ça a des avantages pour les organisations de toutes les tailles et de tous les budgets. Dans notre cas, avec Alloprof Parents, on sortait un peu de l'expertise d'Alloprof qui était juste de répondre à des questions scolaires quand on a lancé ça. Donc, on s'est assuré d'aller tendre la main vers une foule d'organisations expertes dans les domaines qu'on voulait explorer avec Alloprof Parents. On se voulait un peu aussi une sorte de 811 là, du réseau de la santé. Nous, on dirige le parent aussi vers les ressources qui existent déjà, qui sont compétentes, un institut des troubles d'apprentissage selon l'enjeu qui est vécu par le parent. Fait que en faisant ça, de mettre dans le coup les organisations partenaires expertes, ça a donné de la crédibilité à notre démarche. Ça nous a permis de ne pas se mettre à dos les acteurs du milieu qui agissaient déjà auprès des parents, puis même de s'en faire des alliés à titre de relayeurs. Donc, on en a approché une dizaine d'ordres et associations professionnelles, puis ils étaient tous contents et motivés à l'idée de prendre part au projet. Tu sais, des fois, on n'a pas le réflexe d'aller voir l'autre et de dire on pourrait travailler ensemble, mais ça peut vraiment être intéressant. Nous, ça nous a donné aussi accès à des chroniqueurs qualifiés pour aborder des sujets pour lesquels on était moins experts. Pour les remercier, évidemment, on a mis leur logo sur notre site, on les a cités dans les références, etc. Donc, vraiment, un conseil pratique, là, c'est multiplier les partenaires de contenu puis les garder motivés en les impliquant. Vous pouvez les inviter à des brainstorms, leur envoyer du matériel clé en main à partager dans leur réseau. Eux, leur sentiment d'appartenance au projet va augmenter vos chances qui contribuent à votre rayonnement auprès de leur réseau de parents. Troisième tactique, les partenariats de visibilité. Là, c'est d'aller faire des partenariats, mais avec des petits et des grands médias de toutes sortes. Ça demande un peu de travail, c'est sûr, mais ça peut vraiment être intéressant. Par exemple, nous, on a un partenariat avec Montréal pour enfants, Nouveau Moi, Radio-Canada Jeunesse, Rythme FM. Et il faut cibler, en fait, un média qui a un public parent qui nous intéresse. Ça peut être aussi un petit média local ou spécialisé. Puis, on les contacte pour faire valoir l'intérêt de nos contenus pour leur public. Ah, ça va vraiment intéresser vos auditeurs. Ça. Je pense que vos lecteurs ils seraient super. Vous auriez vraiment, il faut mettre de l'avant ce que vous avez à offrir à leurs abonnés parents. Et vous pouvez aussi faire ces partenariats-là avec des acteurs de votre réseau, des organismes similaires aux autres. Puis là, vous essayez de vous entraider. Donc, au lieu de vous considérer comme des concurrents, vous pouvez devenir d'excellents alliés. Puis, j'ai le goût de vous montrer ce qu'on a mis en place avec Naître et Grandir, des pistes de collaboration réelles. Et on aurait pu dire, ah, bien là, Alloprof Parents, Naître et Grandir, c'est un peu délicat. Les deux, entre autres, on couvre le même public de 5 à 8 ans. Ils ont des contenus aussi qui s'adressent à comment aider son enfant à l'école. Bon, on va faire nos petites affaires tranquilles, on va espérer que ça ne les dérange pas. Non, au contraire. On s'est assis avec eux, on leur a demandé leurs recommandations, on a regardé ce serait quoi les pistes de collaboration. Un des bons coups qui peut-être pourrait vous inspirer, on a fait un projet de feuillet multilangue pour les nouveaux arrivants. Je pense que c'est vraiment en lien avec l'atelier d'aujourd'hui. On s'est entendu sur un principe simple. On allait faire un feuillet recto-verso. Un côté Alloprof, un côté Naître et Grandir, quand même assez simple. Puis, on allait le traduire en 12 langues, puis le distribuer dans les organismes pour nouveaux arrivants, les banques alimentaires, etc.
Fait qu'on s'est vraiment partagé le travail selon les forces de chacun. Nous, Alloprof, on s'est occupé de faire la traduction des textes, aussi de Naître et grandir, le graphisme de tout le feuillet recto-verso, puis eux, ils ont fait l'impression puis la distribution. Donc, vraiment, on y gagnait, les deux organisations. On a aussi convenu de d'autres collaborations là, sur plein de chantiers, des liens sur nos sites Internet, sur des sujets connexes qui peuvent intéresser nos deux publics, échange de visibilité sur les réseaux sociaux, concours en collaboration. Moi, je pense que notre meilleur coup, c'est une grande joie, c'est que l'infolette de Naître et grandir, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais on s'abonne quand on est enceinte. On reçoit des infolettes jusqu'à ce que notre enfant ait 8 ans et 3 quarts et 52 semaines, parce qu'il fonctionne avec les semaines. Et là, on s'est entendu qu'à ce moment-là, dans leur infolette qui dit « Bye, désolé, on vous a aimé pendant 9 ans, mais on ne peut plus rien faire pour vous », ils ajoutent « Mais Alloprof Parents sera là pour vous aider à accompagner votre enfant pendant tout le reste de son parcours scolaire. Inscrivez-vous à l'infolette ici. » Donc ça, c'est vraiment un excellent exemple de partenariat réussi. Puis on se rencontre à chaque année là, pour partager nos bons coups. C'est le fun, on s'inspire mutuellement. Une tactique clé, l'infolettre. Ça, j'avais tellement de choses à vous dire. Notre infolette là, rejoindra bientôt, on l'espère, 100 000 abonnés. Là, on en a 90 000, mais pour nous, c'est sûr, c'est un de nos meilleurs outils de communication. Le courriel est très populaire auprès des parents, contrairement aux élèves. Ils n'ont même pas d'adresse courriel, ou s'il y en a une, ils ne lisent pas leur courriel, ça ne marche pas. Mais les parents, oui. Et on a 100% le contrôle du message et des destinataires. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, sur Facebook, j'ai 53 000 abonnés, mais quand je publie quelque chose sur Facebook, je n'ai aucune idée si les parents vont le voir. Puis si Facebook ferme, bye bye mes abonnés, je perds tous mes contacts, ce n'est pas à moi. Alors que l'infolette, on a vraiment un bon contrôle. Les courriels sont vraiment très précieux de notre côté pour les raisons que je viens de nommer. Puis on fait souvent des campagnes d'acquisition auprès des parents pour recueillir des abonnés à notre infolette. Fait que des fois, là, on a le choix entre faire la promotion d'une nouveauté ou faire la promotion de notre infolette en disant « Inscrivez-vous à notre infolette pour recevoir nos nouveautés ». Puis on préfère mettre l'avant l'infolette parce qu'on sait qu'après ça, ça va avoir une longue traîne positive pour nous. On va pouvoir en bénéficier. Je vais y revenir à différents moments dans ma présentation. Et là, les meilleures pratiques, il y a éviter le bulletin mensuel. Ça, c'était un conseil qu'on s'était fait donner par une agence qui nous accompagnait quand on a lancé Alloprof Parents. On voulait plus de visites sur notre site, puis ils nous ont dit, bien, ce serait mieux de faire plutôt que d'envoyer un bulletin mensuel, plusieurs communications de quelques éléments vraiment pertinents. Et comme ça, on évite, parce qu'une fois par mois, si la personne n'a pas le temps d'ouvrir votre courriel, elle a raté toutes les nouvelles de votre mois. C'est un long scroll. Il va avoir moins de chances qu'elle aille visiter votre site, qu'elle se promène, qu'elle découvre vos affaires. Ensuite, bien identifier chaque type de destinataire. Je vais être honnête avec vous, quand je suis arrivée chez Alloprof il y a 5 ans, on avait 55 000 contacts qu'on ne savait pas c'était qui. On ne savait pas c'était qui les parents, c'était qui les enseignants, c'était qui les élèves, c'était qui les directeurs d'école, c'était qui. On ne savait rien. Comment on peut faire une infolette pertinente en se mettant dans la peau du destinataire si c'est... Là, on a divisé ça. Je pense que je suis rendue à 11 différentes publics de mon infolette. Puis là, on se fait comme un calendrier. OK, cette nouvelle-là, on la partage aux parents cette semaine. Ça va moins intéresser les enseignants, mais on pourrait l'envoyer au directeur d'école. On se fait vraiment... On regarde toujours le « what's in it for me » qu'on dit en anglais. C'est quoi l'intérêt pour la personne de recevoir ça? Puis on surveille nos taux de clics, nos taux d'ouverture. Puis on dit « Ah, je pense que ça les intéresse moins. » Comme là, on a fait beaucoup de sondages, ils ont moins cliqué. « Ah, on va arrêter de faire la promotion de tels trucs, ça ne les intéresse pas. » Puis, il faut vraiment que ça soit court et simple. Dans l'infolettre, j'ai mis dans la diapositive un exemple, c'est écrit top 5 des outils pour les devoirs. Dans l'infolette, ça peut être juste ça. Là. La personne, elle clique et là, elle tombe sur votre contenu dans votre site qui est référencé par Google. Donc, vous y gagnez des deux façons. Bien choisir l'objet du courriel. Je ne veux pas l'oublier, celui-là, parce que c'est fou, mais c'est ça qui est le plus important. Parce que s'ils ne cliquent pas pour ouvrir votre courriel, ils ne verront rien. Alors, il faut absolument
prendre un petit moment pour dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre comme objet qui va être clair, qui va être précis, mais aussi qui va donner le goût de cliquer, utiliser le petit preview, voir aussi comment ça sort sur mobile, là, parce que les parents sont vraiment sur mobile. Puis sur mobile, l'affichage, c'est comme l'objet du courriel, le titre, la première phrase, il faut tout ça que ça fit ensemble sans être la même chose. Fait que super important, l'objet du courriel. Se faire un calendrier éditorial pour coordonner le tout, là, je vous l'ai dit tantôt. Et si votre plateforme d'envoi le permet, parce que là, il y a de plus en plus de logiciels, de plateformes pour faire les envois de courriel, faites des tests A/B. Nous, on trouve ça vraiment pratique. Par exemple, je vous parlais de l'objet, mais avec un test A/B, vous pouvez dire, OK, moi, mon audience, c'est 100 je prends 10 de mes contacts, je leur envoie l'objet A, 10 je leur envoie l'objet B, puis là, ça part. Et là, le A, il marche vraiment bien. Bien, parfait. Aux 80 qui restent, la plateforme va envoyer l'objet A. Et là, vous allez avoir un meilleur taux d'ouverture. Mais dans certains cas, on veut un meilleur taux de clic. Alors là, ce que ça peut être intéressant, c'est de faire un test A/B sur la couleur de vos boutons. Ça peut aller vraiment granulaire, là. Ça peut être le texte qui est écrit dans le bouton. Il est-tu à l'impératif, à l'infinitif? Il est-tu genre en voir plus ou découvrir les idées? Vraiment, vous faites des tests de mettre le texte dans le bouton. Est-ce que c'est bon d'avoir des hyperliens dans le texte ou les gens cliquent plus sur le bouton? Vous pouvez vérifier ça aussi. Donc, nous, à chaque envoi, on se met un petit rappel. Maintenant, on fait notre calendrier de production. Une semaine, on va tester ça. Une semaine, on va tester ça. Une semaine, on va tester ça d'avance. Comme ça, on n'oublie pas. Puis, on profite en temps réel de nos apprentissages. Optimiser l'heure d'envoi. Ça aussi, c'est génial si la plateforme l'offre. Nous, on s'est rendu compte que les parents, ils ouvrent plus le courriel le samedi matin, 7h30, 8h. Puis le soir, 7h30, 8h la semaine. Mais les profs, eux, non. Les profs, eux autres, c'est 11h30 la semaine parce qu'ils lisent leur courriel sur l'heure de lunch. Fait que ça dépend vraiment. Puis il y a des plateformes qui sont capables. On vient de changer justement de la plateforme. Ils nous ont dit que ça allait prendre 5 semaines. Ils vont analyser le comportement des utilisateurs. Puis pour chaque liste de destinataires, ils nous font des recommandations d'heures de diffusion. Fait que ça, c'est vraiment le fun à exploiter. Prévoir des infolettes automatisées. Au début, là, quand j'ai appris ça, je trouvais ça que ça avait l'air décourageant, mais c'est vraiment pratique. Là. Vous avez il s'agit de prévoir comme une série de courriels qui vont s'envoyer automatiquement à un parent qui s'inscrit à une infolette avec un certain délai entre chaque envoi. Donc là, mettons, inscrivez-vous à notre infolette. Ça peut être simplement un courriel de bienvenue, sympathique. Là, dans le fond, en s'inscrivant, il reçoit un message qui dit « Hey, wow, c'est cool, c'est une bonne idée, vous êtes inscrit. » Puis là, vous pouvez lui donner dans ce courriel-là « Hey, on veut vous connaître plus, compléter un formulaire pour dire c'est quoi l'âge de votre enfant ou je ne sais pas, explorer cette section du site, tester une nouveauté. » Mais dans certains cas, je ne sais pas, avant les examens de fin d'année, on peut dire « Inscrivez-vous à notre infolette pour les examens de fin d'année. » Puis là, à chaque semaine, ils reçoivent un truc différent par courriel en lien avec les examens de fin d'année. Donc, vous pouvez vraiment prévoir des infolettes automatisées, ça marche super bien. Puis, dans notre cas, puis ça, je pense que c'est le point numéro 9, là, écrire aux influenceurs et relayeurs. Dans notre cas, là, nous, on écrit à plein d'acteurs qui gravitent autour des parents pour en faire des relayeurs de nos services auprès de leurs parents. Par exemple, on peut écrire aux directeurs d'école, aux commissions scolaires, aux organismes à but non lucratif qui travaillent avec les familles, aux municipalités. Puis là, on leur propose des outils, des campagnes qu'on aimerait qu'ils partagent aux parents, par exemple. Je ne sais pas, là, au début de juillet, on dit « il y a des parents qui trouvent ça difficile, leurs enfants ont raté leurs examens du ministère, leur été est à l'eau, ils vont avoir des cours d'été, c'est pas facile pour les familles, mais rappelez-leur qu'Alloprof, on va être là, puis qu'on offre du soutien pendant les cours d'été, puis là, ces acteurs-là peuvent dire « ben oui, c'est vrai », puis communiquer notre message à leur réseau, dans leur infolette, sur leurs réseaux sociaux, etc. Fait que ça peut vraiment être pratique. Là, nous, on le fait régulièrement, on leur partage nos communiqués de presse et tout. Tactique numéro 5. Les relations médias. Nous, Alloprof, on rejoint plusieurs familles avec les relations médias. En fait, l'année passée, on a eu 200 millions d'apparitions dans les médias.
ce qui a fait dire à notre directeur de la stratégie qu'on avait, que chacun des quelques 8 millions de Québécois a vu passer 25 fois à l'OPROF, une nouvelle sur l'OPROF dans l'année. C'est quand même significatif, je pense. Fait que je voulais vous donner quelques conseils pour savoir comment on s'y prend pour nos relations de presse. Un des conseils que je vous donnerais, c'est vraiment de diffuser régulièrement des communiqués de presse pour annoncer vos nouveautés. Parce que quand on écrit souvent, on tombe dans l'inconscient du journaliste. C'est ça qu'il faut faire. Il faut comme se positionner comme un acteur actif qui est dans le coup de l'actualité, puis faire en sorte que les médias aient le réflexe de penser à vous quand ils ont un article ou une chronique ou un topo à faire. Et l'idée, c'est d'alimenter les médias au bon moment en lien avec votre offre de service. Puis là, je vais vous donner un exemple. Nous, à l'OPROF, nos services directs, là, les profs commencent à répondre au téléphone là, pour aider les élèves, mettons, le 10 septembre. Parce qu'avant le 10 septembre, là, les élèves n'y appellent pas. Ils n'ont pas de questions. Bon. Fait que là, avant que j'arrive, on avait le réflexe d'envoyer un communiqué de presse le 10 septembre. Mais c'est trop tard, il faut parler de la rentrée. Si on veut se positionner à la rentrée, là, il faut envoyer notre communiqué de presse le 15 août. Le 15 août, les médias, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. La rentrée n'a pas commencé officiellement. Tout le monde est un peu en vacances. Ça. Là, ils voient passer votre communiqué. Ça se peut que ça soit juste le 25 août qui parle de votre truc. Ils vont faire « Ah ouais, c'est vrai! » Quand son pupitreur ou je ne sais pas quoi, là, le matin, il va dire « Toi, tu t'occupes, tu fais un article sur la rentrée. » « Ah oui, je sais, j'ai quelque chose. » Et même chose, alimenter les médias quand ils n'ont rien à faire. L'été, c'est super. Ils cherchent des sujets. Les vacances de Noël, les dimanches, c'est bon. Les médias, le dimanche, ils attendent qu'on leur envoie des communiqués. Personne n'envoie de communiqués dimanche. C'est un super bon timing. Vous cherchez des moments où, si vous avez une nouvelle à annoncer, ça va vraiment être un bon moment pour votre média. Là, c'est le « What's in it for me » pour le média qu'il faut penser. Des fois, dans ces contextes-là, vous pouvez même envoyer un brief média sans que ça soit un communiqué. Là. Puis, il faut créer des bons liens, même avec les petits médias. S'il y a un média qui vous contacte, ça n'a pas rapport, vous n'avez pas le goût de faire l'entrevue, ce n'est pas ça que vous aviez en tête, essayez de voir, est-ce que vous êtes capable de dire « Ah, mais moi, j'aurais peut-être un autre. » C'est bon. Là, ça ne marche pas, ça se peut. Là, vous pouvez vraiment être son allié. Vous dites « Ah, OK, regarde, moi, je ne peux pas t'aider, mais par contre, je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui, lui, pourrait t'aider, puis ça pourrait être vraiment intéressant. » Puis là, en lui donnant un petit coup de pouce, le média, il va se rappeler de vous, puis il va avoir le goût de penser à vous une autre fois. Puis si jamais vous voyez passer dans l'actualité, un média, un journaliste qui a parlé d'un sujet connexe avec votre mission, mais qui n'était pas vous, bien, communiquez avec lui, proposez-lui un angle différent en lien. S'il y a eu un intérêt, s'il a parlé de vous, discutez avec, proposez-lui de discuter avec une famille en lien avec ce que vous faites, faire une entrevue spéciale. Dans le fond, on peut susciter la curiosité du média. J'ai le goût aussi de vous dire, j'ai écrit faire un dossier de presse complet, pas tout le temps. Mais par exemple, nous, on a lancé un nouveau site Internet il y a 2 ans. Ça, là, c'est pas excitant pour un média, un nouveau site Internet. C'est excitant pour l'organisation qui lance son site. Hein? Mais on s'est quand même forcé, puis on a mis dans notre dossier de presse, quand on a lancé notre site Internet, plein de visuels différents. Là. Une vidéo d'un enfant qui essaie le site, une capture d'écran du nouveau site, des exemples de publicité qu'on avait créés, des photos de profs en action, des élèves en train d'utiliser le site. On a mis le paquet. Ça a pris un peu de travail, mais on a été félicité par le président de l'Association des journalistes du Québec. Ça, c'est bon. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est doublement gagnant de mettre un effort là-dedans parce que en donnant ça aux journalistes, ça les aide concrètement. Donc, ils sont contents. Là, ils n'ont pas à chercher, tout est là. Et ça fait en sorte qu'ils sont plus susceptibles de présenter votre produit de la façon dont on veut qu'il soit présenté avec les images qu'on a choisies nous-mêmes. Puis, dans le fond, l'exemple du site Internet, c'est qu'on avait même lancé une nouvelle identité, mais il y a un média qui était paresseux, puis il est allé prendre ces images qu'il y avait en archive de 1988. C'est évidemment pas ça qu'on veut. On veut qu'il présente les nouvelles images, donc on met le paquet pour lui donner le goût d'utiliser, de montrer ce qu'on veut qu'il présente.
Évidemment, si vous en avez les moyens, c'est bon d'avoir recours à une agence de presse spécialisée. Là. Ils ont les bonnes listes, ils ont le ton, le style, ils peuvent vous recommander des stratégies. Utiliser un fil de presse là, comme Canadian Newswire, CNW. Nous, des fois, on se pose la question, c'est comme un 800$, mais c'est aussi envisagé pour les grosses nouvelles parce que quand on paye pour mettre une nouvelle sur un fil de presse, ça crédibilise la démarche. Le média se dit OK, ça, c'est une vraie nouvelle. Là. Ils ont payé pour ça. Là. Il y a comme c'est inconscient, puis ça peut marcher. Les réseaux sociaux, ça, c'est ma tactique numéro 6. Ça évolue constamment. Ça demande beaucoup d'efforts si on veut réellement créer des communautés actives et engagées, mais ça reste un super moyen de communication pour rejoindre les parents. Puis, moi, je suis contente d'avoir quelqu'un de spécialisé pour s'en occuper. Là. Nous, d'un point de vue organique, là, ce qui marche le mieux auprès des parents, on est sur comme 5 réseaux sociaux différents, c'est vraiment le Facebook. Donc, si vous avez un média à cibler pour le moment, ça serait ça. Je vous recommande évidemment d'avoir un bon calendrier éditorial pour bien organiser vos publications, mais aussi de tester différents types de contenus et de formats pour voir ce qui fonctionne le mieux selon son public. C'est fou parce que c'est des communautés vraiment petites, puis chacun a ses goûts, ses intérêts et ça ne réagit pas du tout de la même façon. Facebook, vous le savez sûrement, là, actuellement, parce que ça a changé au fil des années, il favorise le rayonnement des publications qui suscitent beaucoup d'interactions. Ça veut dire que si vous voulez augmenter votre rayonnement gratuit là, sur Facebook, votre portée organique, là, il faut susciter des conversations, trouver un ton qui nous représente, qui suscite la complicité, interagir avec la communauté. Si quelqu'un répond à un commentaire, vous pouvez utiliser la petite fonction, là, invitez-le à suivre votre page. En fait, il faut que ça soit vraiment une conversation bidirectionnelle. Puis ça, c'est un beau défi. Je ne le dirai jamais assez, là. Tester. Mais je vais vous donner quand même des exemples de moyens de susciter des interactions pour voir ce qui plaît à sa communauté. Il ne faut pas mettre de l'avant notre organisation, mais vraiment voir ce qui plaît en termes de contenu, mais aussi de format. Donc, nous, on s'est rendu compte des fois, ça marche mieux un format statique qu'une vidéo. Mais c'est bon de le savoir parce que ça coûte bien plus cher faire une vidéo qu'un format statique. Le format statique, c'est juste une image. Fait que dans certains cas, c'est plus... ça réagit mieux quand on partage direct le lien vers notre site que quand on crée un carrousel. Bien, c'est bon de le savoir aussi parce que c'est plus long de créer un carrousel. Il faut voir, il faut se faire comme genre de matrice de ce qui marche le mieux puis analyser ça concrètement pour vraiment mettre nos affaires où ça marche. Les quiz, ça marche bien. Les concours aussi, ça peut être des tactiques qui fonctionnent bien. Une des tendances qui marche vraiment bien, là, c'est les memes. Même, je pense que là, on commence à connaître c'est quoi, là, les images avec une petite blague dessus. On en a créé pour notre Instagram, puis on s'est rendu compte que quand on les publiait sur Facebook, c'est ça qui était le plus populaire. Ce n'était pas ça notre intention initiale. Moi, personnellement, ce n'est pas mon réflexe de mettre mes efforts sur des contenus qui ne livrent pas mes messages. Je trouve ça le fun, les memes, mais tu sais. Mais je me rends compte que dans certains contextes, ça peut vraiment être intéressant parce que si, par exemple, on a peu d'argent à investir en publicité, les memes génèrent des interactions, puis ça fait que toutes nos autres publications vont davantage rayonner sur Facebook. Donc, là, il y a comme un équilibre à avoir, mais on peut gagner à se faire des petites folies sur les réseaux sociaux et créer de la complicité avec nos abonnés. La vidéo fonctionne bien sur les réseaux sociaux, c'est même un incontournable. Mais pas sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, sur Facebook, nous, ça fonctionne super bien. Puis, je vous invite à regarder un extrait d'une vidéo de notre chroniqueuse pour Allo Prof Parents, Annie Harvey. C'est juste pour que vous preniez une petite respiration de ma voix. Là. 15 secondes. Ça, c'est comment je me sens à l'intérieur quand je reçois un bulletin plutôt
Parce que oui, dans ma carrière de parent, des bulletins décevants, disons que j'en ai eu un puis un autre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une foule de trucs hyper efficaces pour aider les enfants à remonter la pente. Mais de tous mes trucs préférés, la machine à remonter dans le temps. Ben, en gros, ça consiste à passer en revue avec l'enfant toutes les évaluations de la session. Et là, on se pose les vraies questions. Ça donne le goût, hein? Nous, on a eu la main chanceuse de découvrir qu'on avait à l'interne une excellente créatrice de vidéos qui a le talent d'une vraie influenceuse. Et on a donc développé avec elle la série Les petits trucs d'Annie qui est tellement populaire auprès des parents qu'on a eu à date 137 000 vues là, sur Facebook seulement, des vidéos d'Annie. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un exemple d'initiative que si on a quelqu'un de motivé à l'interne, qui a un petit peu de talent, ça coûte pratiquement rien, elle se filme elle-même. Puis on ajoute un petit intro à la fin, puis au début, c'est toujours la même intro. Fait que ça peut être une piste à explorer. C'est pas tout le monde qui est bon devant la caméra. Avant d'avoir la main chanceuse sur Annie, on a fait quelques tests avec d'autres personnes, ça ne marche pas toujours. Ça, c'est important de le dire à la personne, là, que c'est un projet pilote, qu'on va voir comment ça marche. Puis... Petit conseil aussi, quand on fait des vidéos, c'est vraiment important de prévoir des sous-titres. Parce que là, les parents, ils regardent les vidéos là, sans son sur leur téléphone, ils essaient d'être discrets. Puis les sous-titres qui sont générés automatiquement par YouTube, là, c'est souvent une catastrophe encore en français pour le moment. Il existe de plus en plus de logiciels qui permettent de générer des sous-titres en réduisant le travail. Ça peut être aussi intéressant de prévoir différentes déclinaisons de vos vidéos pour pouvoir les exploiter sur plusieurs réseaux sociaux. Par exemple, Annie, elle, a fait aussi une version verticale plus Instagram d'elle qui est plus courte de sa vidéo. Comme ça, nous, on peut la partager en même temps. Donc, on fait une pierre deux coups avec le même contenu. On fait une vidéo horizontale qu'on met sur YouTube, Facebook, une vidéo verticale qu'on met sur Instagram. Puis dans ce même esprit-là, on va en reparler plus tard des campagnes publicitaires, mais on s'est rendu compte que c'était intéressant de créer des teasers de certaines des vidéos qui permettent, par exemple, de servir d'une pub de 15 secondes, soit pour encourager la personne à aller voir la suite de la vidéo, soit pour promouvoir directement un service. Puis, dans ce cas-là, c'est bon d'avoir notre stratégie d'avance, parce que là, nous autres, on s'est rendu compte qu'on faisait la vidéo, là, oh non, ça nous aurait pris un format carré, oh non, ça nous aurait pris un format horizontal, oh non, ça aurait pris un format... Fait que là, dans le fond, si vous vous lancez dans une démarche de création vidéo, analysez vos besoins, parce que ça coûte bien moins cher de faire en même temps plusieurs formats que d'essayer après coup d'adapter ce que vous avez filmé ou monté dans un autre format. Bien sûr, là, pour chaque réseau social auquel on participe et qu'on anime, chez Alloprof, on se fixe des objectifs de portée, des petites interactions, on suit les résultats. Puis, je vais terminer vraiment là-dessus par rapport aux réseaux sociaux. L'importance de s'adapter. Les réseaux sociaux, ça évolue, je l'ai dit tantôt, mais les comportements des abonnés aussi évoluent. Sur les différentes plateformes, il y a des nouvelles plateformes qui s'ajoutent. C'est vrai que c'est un peu mêlant tout ça. Mais n'hésitez pas à vous re-questionner en cours de route. Évitez de continuer dans une stratégie là, qui s'essouffle ou ne fonctionne pas. Il faut se donner 100 jours salaire pour voir si ça marche réellement. Nous, on vient de faire notre stratégie LinkedIn qui était déficiente et qu'on a retravaillé, mais ça, c'est pas tant pour rejoindre les parents que pour la culture de talent, la recherche de financement. Mais Instagram, en faisant notre analyse, là, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, ce qu'on avait prévu. Fait qu'on a tout revu au complet la stratégie, puis on est en train de la mettre en place depuis le début mars. Puis vous irez voir, vous irez jeter un coup d'œil, mais à date, ça semble bien marcher. On va attendre les 100 jours, là. Mais dans les tendances à surveiller, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de parents qui utilisent TikTok. Fait qu'on est en train aussi de faire des essais sur ce réseau-là en développant des vidéos moins léchées parce que c'est ça le cadre TikTok. Il faut que ça ait l'air improvisé. Il y a comme des codes sur chaque communauté qu'il faut suivre. Là, dans notre cas, nous, un des trucs qui fonctionne super bien, c'est des listes de suggestions de lecture par thème selon l'âge des enfants. Ça marche vraiment bien. Fait que là, c'est avec ça qu'on a décidé de se lancer sur TikTok.
On en a publié juste 2 pour le moment, fait que je ne peux pas vous dire si ça marche, mais j'ai lu quelques articles sur le sujet, puis les gestionnaires de réseaux sociaux qui se lancent sur une nouvelle plateforme, dont TikTok le disent, ben là, c'est nouveau pour nous, alors là, on fait des essais. Fait que essayez, ça peut vraiment marcher, mais il y a de plus en plus de parents qui sont là. Oh, ça, c'est un gros morceau. La découvrabilité sur Google, je sais, il y en a qui vont me dire que ça ne se dit pas découvrabilité, mais j'avais participé à une formation InfoPresse là-dessus, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. C'est le fait de découvrir votre service sur Google, c'est lié au référencement. Et en fait, c'est le fait d'apparaître dans les résultats d'une recherche sur Google. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus efficace parce qu'imaginez quelqu'un qui s'en va en mode recherche, il cherche sur Internet, puis là, il vous trouve pile poil quand il est en train de chercher ce qu'il cherche, il vous trouve. Ça, c'est le meilleur positionnement qu'on peut avoir en communication. Même nous, on fait la blague qu'on n'aurait même pas besoin de faire de communication si le référencement est optimal tout le temps, parce que dans le fond, dès que quelqu'un cherche quelque chose, il vous trouve tout de suite, c'est l'idéal. Il y a 2 principales façons de se positionner sur Google. Il y a ce qu'on appelle le SEO ou référencement organique. C'est ce dont je vais vous parler avec cette diapo-là. Et il y a le Google Ads payant qui est sur la diapositive suivante. Vous voyez, Google Ads, achat publicitaire. Ça coûte l'argent, ça coûte rien. Donc là, je ne savais pas si vous alliez me demander de la définition de SEO. Fait que là, pour les puristes, j'ai regardé sur Wikipédia. C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche et ça inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page d'un site ou d'une application web dans la page des résultats du moteur de recherche. En gros, le concept, c'est de choisir, utiliser des mots-clés pertinents dans son site Internet pour se retrouver dans les premiers résultats présentés par Google. Alors, je vous ai mis un exemple ici, Pythagore. Ici, on voit que si on tape Pythagore dans Google, là, je suis allée en navigation privée. Est-ce que Google me suit même en navigation privée? Je ne sais pas, j'espère que non. Et là, Alloprof sort en premier, devant Wikipédia. Ça, c'est vraiment un excellent exemple de positionnement réussi. Là, il y en a qui appellent ça la position 0. C'est même avant la position 1, comme si on parlait avec... je ne sais pas comment, Alexa ou tout ça, là, on dirait, peux-tu me parler de Pythagore? C'est ça qui sortirait même à l'audio. Et là, je vais donc essayer de vous résumer les efforts qu'on a mis en place pour arriver là avec Pythagore. Essentiellement, nous, on a embauché un consultant. Je vous dis, c'est compliqué, il y a une petite démarche à suivre. Là, il nous a convaincus de s'abonner à des logiciels comme SEMrush et Screaming Frog. Ces logiciels-là, ils vont analyser votre site Internet pour voir c'est quoi les mots-clés qui génèrent le plus de visites sur votre site au départ, puis où est-ce que votre site se positionne dans l'écosphère de Google. Et après ça, il faut faire des audits de mots-clés, c'est-à-dire analyser des mots-clés puis regarder c'est quoi les champs sémantiques autour, mais aussi, surtout, pour chaque mot-clé, on a comme une grille d'analyse qui permet de comprendre c'est quoi la popularité des mots-clés par rapport à leur utilisation par les concurrents. Fait que dans le fond, l'idée, c'est d'aller choisir des mots-clés que les gens recherchent, mais que les concurrents n'ont pas encore trouvés. C'est ça qui permet de se positionner, puis c'est assez complexe. Fait que là, nous, on a tout révisé nos anciens contenus avec cette optique-là et on développe toujours nos nouveaux contenus avec cette démarche-là. On a été obligé de faire de la formation à l'interne pour internaliser la démarche. Puis, ça porte fruit, comme on le voit avec Pythagore. Mais il faut savoir que ça ne marche pas tout le temps. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui font la même démarche, puis il y a de plus en plus de concurrence. Il peut y avoir plusieurs concurrents sur votre niche aussi. Par exemple, là, j'ai mis un Pythagore, ça marche super bien pour Alloprof, mais si, par exemple, on tape « Aide aux devoirs », sur Google, Alloprof, on tombe en 7e position. C'est frustrant, mais c'est parce qu'en fait, ces mots-clés-là sont utilisés par une foule d'entreprises qui payent et que leur core business, c'est de vendre leurs services de tutorat payants, puis ils misent sur les mêmes mots-clés que nous, là. Fait que nous, vu qu'on a une belle bibliothèque de contenu pédagogique, ça, c'est super facile pour nous de se positionner, mais dès qu'on tombe sur c'est quoi Alloprof, Aide aux devoirs, ça, c'est plus difficile. Mais heureusement, il y a le Google Ads, achat publicitaire.
Donc, ça, c'est la deuxième façon de se positionner sur Google. Là, il s'agit d'acheter des publicités qui vont apparaître toujours dans le Google Search, là, quand on cherche sur Google, mais en haut des contenus organiques. Souvent, vous le voyez, là, c'est écrit « Annonces ». Donc là, c'est donc des annonces qui fonctionnent avec un système de mots-clés encore. Hein? Donc, l'exercice que vous pourriez faire avec un peut bénéficier à l'autre. Et il y a un système d'enchères qui est mis sur ces mots-clés-là. Donc, là, vous pouvez dire, moi, je suis prête à payer 2 piastres par jour maximum sur mon mot-clé ou 2 piastres à chaque fois que quelqu'un tape pour apparaître. Mais c'est un exercice aussi rigoureux parce que encore là, il y a quand même assez de concurrents. Puis Google, il est coquin où il est bon, il privilégie les annonces les plus pertinentes. Si vous dites, mettons, je vends des souliers à 2 piastres, mais que ça mène sur une annonce de four et il ne va pas publier votre annonce. Il analyse pour être sûr que les mots-clés que vous avez mis dans votre annonce correspondent aux mots-clés qui sont dans le contenu. Des fois, ça peut nous jouer des tours si on avait mis une image, genre découvre ma nouvelle campagne, je ne sais pas, là, c'était pas un bon exemple, mais s'il n'est pas écrit campagne, ça ne marchera pas. Donc, là, la bonne nouvelle. Puis là, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent en bénéficier, mais depuis à peu près 10 ans, Google offre des bourses aux OSBL pour qu'elles puissent avoir des grants. Ils appellent ça le Google Grant. Donc, investir sur Google, en Google Ads, mais sans payer. C'est des bourses de 10 000 américains par mois. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup d'argent. Nous, on l'exploite. C'est quasiment 130 000 de visibilité gratuite par année. Pourquoi ils font ça, Google? C'est parce que c'est comme leur capital de sympathie là, et leur part pour la société, mais aussi parce que ça fait monter les enchères des entreprises qui payent pour vrai. Puis aussi parce qu'on y prend goût. Comme là, mon Google Grant, il ne me suffit plus. Là, j'ai commencé à tester. Là, si je m'en vais en anglais, je teste des annonces, je paye. Hein, parce qu'on sait que c'est un excellent outil de communication là, pour se positionner. Donc là, nous, pour être sûr de bien profiter de notre Google Grant, on a un consultant qui nous aide à bien créer nos annonces. Puis, ça génère énormément de visites sur le site. Là, je vous l'ai mis là, pour les... Je n'ai pas la donnée de mon 3e trimestre qui finit demain, mais j'ai regardé pour les 2 premiers trimestres de l'année scolaire, là, 6 mois. Ça a généré 85 330 000 impressions sur mon site gratuitement. Juste le consultant qui nous donne un coup de main. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour nous, pour rejoindre les parents. Une petite tactique pas chère là, pour devenez ambassadeur d'Alloprof. Donc là, ça, c'est un exemple de tactique qui peut fonctionner pour rejoindre des parents à faible coût, en faire des relayeurs dans leur communauté auprès de d'autres parents. Donc là, ça nous a poussé à mettre en place il y a quelques années la campagne « Devenez ambassadeur d'Alloprof ». L'objectif, faire parler de nous, comment on donne des missions concrètes aux parents intéressés à participer. Exemple, partager une nouvelle sur les réseaux sociaux, commander du matériel promo, parler d'Alloprof à leurs amis parents, mettre une affiche sur un babillard à l'épicerie. Comment, nous, on a créé comme une page de campagne, ce qu'on appelle une landing page. Puis quand les parents s'inscrivent, on les abonne à une infolette automatisée dont je vous parlais tantôt, qui leur envoie une série de courriels, des missions spéciales. Nous, on les a espacées d'à peu près 3 semaines. Puis, si pendant ou avant ces courriels-là, on a d'autres choses à faire rayonner, on leur envoie un courriel entre les deux, une petite lettre, un petit courriel. Pour que ça marche, il faut lier ça à un concours ou à des récompenses. Hein? C'est la notion du « what's in it for me ». Pourquoi le parent voudrait donc faire rayonner vos ressources? Bien, parce qu'on va lui donner le goût, là, nous, dans notre cas, là, parce que si on a à cœur la réussite des élèves du Québec, mais aussi, ils vont gagner un certificat cadeau pour une activité familiale. On leur envoie un petit cadeau. Là. Nous, c'est comme un bloc avec des chouettes, mais c'est le cadeau qu'on leur envoie après ça, après l'avoir consulté, on lui dit, bien, ce serait le fun de le donner à un autre parent. Puis, on a aussi créé ce qu'on appelle hashtag Alloprof rayonne, donc un hashtag qu'on invite les parents à utiliser quand ils font des actions. Comme ça, nous, on peut suivre les actions. On l'a aussi même testé, nous, on a comme 200 profs, fait qu'on a aussi fait des campagnes à l'interne de ce type-là, genre j'ai mis offrir des outils parents lors de la rencontre de parents ou inviter ses amis Facebook à s'inscrire à l'infolette parents. Donc là, vous pouvez voir à qui vous voulez adresser votre campagne, qui vous voulez qu'il soit ambassadeur de votre organisation. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un système simple pour donner envie à votre réseau de parler de vous, puis les valoriser dans leur rôle. Est-ce que ça marche?
un peu. Ce n'est pas des chiffres, je ne peux pas vous dire qu'on a 100 000 ambassadeurs, là. Je pense qu'on en a 500, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils sont répartis partout à travers le Québec. Fait que nous, après ça, nous, on peut faire du pouce avec ça, de dire, ah, ben wow, tu sais, on a vraiment quelqu'un qui est investi par notre mission un peu partout au Québec, puis aller faire du pouce là-dessus dans certains contextes. Concours! Les concours, nous, on trouve ça super efficace. Pour faire l'acquisition de contacts pour l'infolette, ça marche vraiment bien. Pour faire découvrir des nouveaux services, pour faire plaisir à notre réseau, les gens aiment les concours. Pour susciter des interactions sur les réseaux sociaux, on en a parlé tantôt que ça aidait notre rayonnement, pour dynamiser nos kiosques. En fait, nous, on a comme 2 tactiques. On a nos concours de fonds. Ça, c'est un concours annuel. Les participants aiment moins ça, mais moi, je trouve ça vraiment pratique. Tu as un concours annuel, gagne 1000 $ à la fin de l'année. Ça, tu ne dis pas, tu gagnes 1000 $ en faisant, on peut le dire, mais ce n'est pas de la fausse publicité, mais mettons, gagne 1000 $ du techno pour tes études, bien là, à chaque fois qu'on a un kiosque, à chaque fois qu'on visite des classes, ça, c'est comme un gros nanan qu'on peut toujours sortir en tout temps, ça fonctionne. Et en plus, on peut faire des petits concours en lien avec des moments clés de l'année, là, comme nous, l'été, gagner 200 $ pour l'achat de matériel scolaire, ça marche super bien. Pour la rentrée, gagner de quoi vous équiper pour la rentrée. Mais là, on fait des plus petits prix. Fait qu'on combine les 2 stratégies, des concours de plus longue haleine, puis des concours. Et j'ai écrit vérifier si vous devez l'inscrire à la RACJ parce que c'est important de valider si vous avez besoin ou non de l'inscrire à la Régie des courses, des alcools et des jeux, votre concours. De notre côté, là, on se posait tout le temps la question, c'était devenu compliqué, fait qu'on a fait faire un avis juridique. Et comme nous, Alloprof, on ne vend rien, tous nos services sont gratuits, qu'on n'a pas de commanditaire lié à nos concours ni à nos prix, qu'on nomme jamais un nom d'entreprise finalement, on n'a pas besoin d'enregistrer nos concours à la RACJ. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention, on va donner des cartes cadeaux dans le magasin de son choix, un prix pour l'achat du techno, du matériel sportif de son choix, mais il n'y aura pas de nom d'entreprise. Donc, mettons, si on dit 500 $ en librairie, ce ne sera pas 500 $ chez Renaud Bré. Là. Je vais te donner un exemple. Puis, si jamais vous voulez faire un concours commercial, c'est possible. Il faut juste vérifier. C'est comme 10 % de la valeur du prix qu'il faut payer, je pense. Et il faut le prévoir quelques semaines d'avance pour les avertir. Ils veulent avoir plein d'informations, à peu près 3-4 semaines avant le début du concours. La dernière tactique, mais non la moindre, les campagnes publicitaires. Alors, il y a vraiment beaucoup de types d'investissements publicitaires possibles selon le budget, bien sûr, mais selon nos objectifs. Je dirais que c'est un art de faire des investissements numériques et ça évolue aussi beaucoup comme les réseaux sociaux. C'est comme si on ne peut plus jamais rien prendre pour acquis. Mais j'ai demandé conseil à ma conseillère en marketing numérique, puis j'ai demandé des conseils pour vous. Alors, son premier conseil, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Puis, en fait, ça peut être utile pour toutes les autres tactiques que je vous ai présentées, c'est se faire des personas. Dans notre cas, pour les parents, on s'est fait 2 personas dont on s'inspire pour nos audiences. Un persona plus millénial, donc parents d'enfants plus jeunes, et un persona pour les parents d'enfants plus vieux, la génération X, 40 ans et plus. Parce que nous, on a les parents du primaire, du secondaire, puis il y en a des plus jeunes puis des plus vieux. Puis, pour l'exercice de votre persona, là, dressez la liste de ce qui plaît à votre persona. Musique, émissions de télé, trucs sur la parentalité, magasins préférés, décoration. Puis allez-y, puis essayez de vous imaginer le plus précisément possible à qui vous vous adressez. Elle s'appelle Stéphanie, elle est adjointe administrative, elle a 2 enfants au primaire. Il y en a un qui a des difficultés d'apprentissage, son conjoint travaille de nuit, ça n'aime pas ça faire les lunchs, etc. Puis, vous pouvez même faire des sondages auprès de votre public pour mieux faire l'exercice. Puis, ces personnes-là, ça va vous aider à avoir des publicités plus performantes, c'est sûr. Puis, si jamais vous faites affaire avec une agence de com pour vous accompagner, ça va les aider à mieux vous accompagner. Deuxième conseil de ma conseillère en marketing numérique. Et là, c'est drôle. Je dis, ah oui, je ne sais pas comment je vais leur présenter ça.
elle dit qu'il faut vraiment avoir 4 créatifs par campagne et plateforme pour réduire le taux de répétition. Ça, c'est parce que, dans le fond, pour chaque pub que vous allez faire, je ne sais pas, là, vous voulez faire une publicité pour quelque chose, disons une brosse à dents. Bien là, vous pouvez choisir de faire plusieurs images mettant en vedette la brosse à dents et tester auprès de votre public laquelle de ces images-là qui fonctionne le mieux, puis mettre votre argent là-dedans, et aussi auprès de différentes audiences. Puis ça, je vais y revenir, mais l'idée, c'est d'éviter qu'un même parent voit 14 000 fois votre publicité de brosse à dents, il va s'écœurer, il ne va pas cliquer, puis vous allez gaspiller votre argent. Fait que votre agence de com, elle peut très bien vouloir vous aider, mais si elle n'a pas prévu plusieurs visuels, puis ça se peut parce que ça coûte plus cher, puis que des fois, ils font leur travail pour vous faire plaisir, mais vous ne savez pas qu'il faut qu'ils vous présentent plusieurs visuels parce que va avoir un taux de répétition élevé puis que ça va vous coûter cher finalement parce que ça va s'essouffler votre publicité puis vous n'aurez pas un bon retour sur l'investissement. Allons voir maintenant en détail les tactiques qu'elle recommande, la conseillère marketing, à la question « Comment rejoindrais-tu des parents faibles lecteurs? » Déjà, la publicité dans Facebook, ça marche super bien, qui mène vers un contenu destiné aux parents qu'on veut mettre de l'avant. Nous, là, c'est ça qui marche le mieux. Donc, dans le fond, j'ai un article, genre 5 conseils pour aider votre enfant à se lever le matin quand il n'a pas le goût d'aller à l'école. Je ne l'ai pas, celui-là, mais il me donne le goût. Je fais juste faire un visuel, un petit texte, puis la pub amène vers cet article-là. Moi, actuellement, chez Alloprof, c'est ça qui amène le plus de visites sur mon site. C'est ça qui marche le mieux. Ces pubs-là, c'est le meilleur retour sur l'investissement. C'est vraiment pas cher, puis ça fonctionne bien. Fait que ça, je vous le recommande vraiment. On parlait de persona, là, donc quand on fait la pub, ce qui est difficile aussi, c'est ça, c'est de trouver à qui la diffuser, le type d'audience par âge, intérêt, géolocalisation, puis vous pouvez miser sur des audiences genre parentalité, motherhood, style parental, working parents, mais vous pouvez aller aussi jusqu'à, si vous avez une pub pour les milléniaux, bien là, déjà, vous faites un visuel crème très épuré, puis là, vous allez cibler M Starbucks, Uber, les émissions de cuisine. Puis si c'est pour un parent de la génération X, là, vous pouvez y aller avec un visuel coloré. Il faut adapter notre pub, sinon vous n'aurez pas un bon retour sur votre investissement. Créer des événements Facebook, ça marche super bien. Là. Si vous avez des ateliers, des conférences ou autres, vous pouvez créer l'événement sur Facebook, puis là, vous payez pour en faire la diffusion auprès de différentes audiences, puis vous testez des audiences pour voir c'est laquelle qui fonctionne le mieux. On a aussi remarqué que les lead ads fonctionnent bien pour faire de l'acquisition de contacts sur notre infolette. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais les lead ads, c'est des publicités à formulaire. Il y en a qui appellent ça aussi des formulaires instantanés. Donc, dans le fond, vous êtes dans Facebook, puis là, il y a une publicité qui apparaît, puis c'est « Wow! Découvrez des trucs pour tout savoir, pour mieux aider votre enfant toute l'année. Inscrivez-vous à notre infolette. » Puis là, vous cliquez « Je m'inscrire » dans Facebook. Et là, Facebook, il dit « Ajoutez votre courriel ici. » Puis là, vous le mettez dans Facebook « Soumettre ». Et là, nous, ça coûte moins cher de faire ça que d'amener les gens à aller visiter. Il y a un clic de moins, je ne sais pas. Nous, ça marche mieux de faire le lead ad que de dire « Inscrivez notre infolette, allez sur le site, remplissez le formulaire sur le site ». Je ne sais pas si vous voyez la distinction. Ça marche aussi pour les concours. La seule chose qui est un peu plus pénible, pour être poli, c'est qu'après, les données qu'on a prises sont dans Facebook, puis il faut aller les intégrer dans le gestionnaire d'infolette. Il faut intégrer nos courriels qu'on est allé chercher dans Facebook, dans la plateforme d'envoi. Alors que si on les avait fait s'inscrire, par exemple, directement sur notre site, nous, ça s'intègre directement dans notre système d'infolettrage. Autre chose qui fonctionne vraiment bien, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est le remarketing ou retargeting. J'ai vu, il y a plein de façons de le dire en français, mais c'est les termes qui sont utilisés actuellement. C'est une technique qui permet de cibler les visiteurs de votre site Internet. Donc, c'est vraiment gagnant parce qu'ils sont déjà intéressés par vous. Vous ne lancez pas votre publicité dans l'univers en disant « Ah, je fais un événement! »
Vous envoyez la publicité. Ceux qui vont voir votre publicité, c'est ceux qui sont allés visiter votre site dans, disons, les 3 derniers mois. Fait que c'est des gens qui vous connaissent, qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour vous. Puis c'est un meilleur tout clic, meilleur retour sur l'investissement aussi. Puis, donc, dans le fond, quand on choisit notre audience, quand on achète notre pub sur Facebook, on dit à Facebook, je veux faire de la pub auprès de ceux qui ont visité mon site. Et pour ça, ça implique d'avoir un pixel Facebook, c'est-à-dire d'avoir intégré quelque chose dans notre site Internet qui dit à Facebook, tu peux venir chercher ceux qui sont venus me visiter. Et ça peut demander de l'aide d'un consultant. Là. Ça prend un geek qui s'en mêle. Aussi, quelque chose qui fonctionne super bien, et c'est de dire à Facebook de créer une audience similaire à ceux qui ont visité notre site ou à ceux qui sont abonnés à notre Facebook. Donc, Facebook va chercher des patterns dans le profil de vos abonnés d'Infolette ou de Facebook et il va chercher des parents qui ont des profils similaires et qui, donc, sont plus susceptibles d'être intéressés par votre produit. On fait aussi de la promotion, nous, de nos vidéos parents sur YouTube. Ça fonctionne bien, mais on s'est rendu compte que TikTok, à notre grande surprise, là, fonctionne aussi très bien auprès des parents pour faire de la publicité. Comme je disais, là, ça évolue vraiment vite. Est-ce qu'il me reste du temps, Janie? Oui, quelques minutes. Puis ensuite, j'ai 3 questions dans le chat. Oh, d'accord. Rapidement, s'il me reste juste quelques minutes, je voulais juste vous dire que pour nos campagnes publicitaires, nous, vraiment, on se fie à ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. Donc, on regarde à quelle étape le consommateur est rendu par rapport à notre marque, notre produit. Est-ce qu'il en est à la notoriété? Si oui, pour les consommateurs qui sont là, la notoriété, c'est connaître notre produit, notre marque. Donc là, pour ça, ça va être des médias, par exemple. Là, j'ai mis un exemple, une publicité qu'on va préparer, une campagne publicitaire qu'on va dévoiler en avril. Donc, on a décidé de faire de la pub, par exemple, dans le Journal de Montréal, Coup de pouce, télévision, là, c'est notre partenaire Télé-Québec, on est chanceux. Mais sinon, portée, fréquence, c'est ça la métrique qu'on va suivre. On ne s'attend pas à ce que les gens soient venus sur notre site, utiliser nos services, on s'attend juste à avoir le nombre d'impressions, finalement, de nos publicités. Compréhension, là, c'est l'étape où le consommateur s'intéresse. On veut le faire évaluer notre produit, qu'il le considère, lui donner le goût de l'essayer. Puis ça, pour ça, dans le cas de la campagne qu'on va lancer, on utilise YouTube, puis une nouvelle technologie, là, Performance Max, qui a été lancée par Google. C'est comme du Google Ad Grant, mais qui va permettre de diffuser notre publicité, pas seulement sur Google Search, mais aussi sur toutes les autres plateformes où YouTube, où Google est présent. Donc, Google Maps, YouTube, Gmail, Discover, Display. On a fait quelques tests, puis ça semblait bien marcher. Et pour ce qui est de action, donc là, on s'attend à ce que le consommateur utilise le service, s'inscrive à notre campagne, à notre infolette, à notre événement. Là, c'est vraiment plus du Google Search, réseau social. Et là, on va vraiment vouloir suivre les coûts par clic, les coûts par lead. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on monte nos campagnes publicitaires. Et là, j'ai essayé de faire un petit wrap-up, un résumé des principaux. Quand moi, je vais dans mon Google Analytics sur la section parents, je vois le diagramme à tarte que vous voyez là. Et ce que je vois qui est le premier élément, c'est Organic Search, donc la recherche organique. Fait que là, j'ai essayé d'associer, ça c'est 60% de mes visites sur mon site, j'ai essayé d'associer, c'est quoi les tactiques que je vous ai montrées qui correspondent à cet élément-là dans le Google organique. Puis, c'est le marketing de contenu, les partenaires de contenu, puis le SEO, le référencement organique. Donc, ça, c'est vraiment ce que ces 3 tactiques-là demandent du travail, mais c'est ça qui nous génère, entre autres, le plus de visites sur le site. Mais ça pourrait être aussi les campagnes publicitaires de type notoriété parce qu'on ne sait pas comment les gens sont arrivés sur le site quand ils ont été sur Organic Search. Ça veut dire qu'ils vous ont cherché. Direct, ça veut dire qu'ils ont tapé votre URL dans le moteur de recherche. Fait que ça peut être une variété aussi de stratégies, partenariat de visibilité, relations médias, devenir
ambassadeur d'Alloprof, campagne publicitaire. Ensuite, la troisième source de visite pour nous, c'est le paid search, Google Ad Grant, dont je vous parlais, là, qui était la bourse gratuite que vous pouvez vous faire accompagner pour faire des publicités sur le Google, etc. Et mon dernier conseil pour finaliser cette belle présentation qui, j'espère, vous a été utile, c'est mesurer son impact. Là, dans le fond, une des façons de mesurer ce qui fonctionne, suivre l'impact de ses efforts, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des liens UTM. Donc, c'est sûr, ça demande un peu de, je dirais, de constance, hein, puis d'avoir le réflexe de toujours le faire. Mais dans le fond, l'idée, c'est que quand vous partagez un URL, une adresse de courriel de votre site là, ou de votre événement, tout ça, vous le prenez, puis là, vous le copiez dans un genre de petit formulaire, puis vous y associez des informations clés. C'est quoi la campagne, c'est quel média, la source, le contenu, sur quel terme les gens vont cliquer. Puis là, la machine, le formulaire, le créateur de lien UTM va enregistrer ces informations-là, puis là, vous pouvez enrober ça d'un petit, comment dire, vous pouvez personnaliser le lien pour qu'il soit court et facile à partager. L'exemple aprof.ca/je fais un don, si vous voulez faire un don. Et là, ensuite, à chaque fois que les gens vont cliquer sur ce lien-là, vous allez savoir où, comment ils sont arrivés là. Puis maintenant, on peut même le mettre sur un code QR. Si vous faites une affiche, avant, moi, j'étais comme, moi, là, je ne peux pas suivre l'impact d'une affiche qui est mise en classe. Mais là, je peux parce que si j'ai mis un code QR puis que l'élève utilise le code QR, moi, je peux dire, ah, wow, cette année, mes affiches ont vraiment bien marché. Ou, parce qu'avant ça, si on ne peut pas suivre l'impact de nos efforts, on ne peut pas réorienter nos stratégies pour être sûr qu'on met nos efforts sur ce qui fonctionne le mieux. Ça, c'était peut-être pas clair, mais vous irez voir UTM, c'est vraiment utilisé en marketing digital pour identifier et suivre le trafic provenant des campagnes. Ça fait le tour. Voilà, fait que il y a des questions. Je suis curieuse de les entendre. Merci beaucoup, Amélie. Tu peux enlever le partage de ton écran. Puis, pendant que tu départages, je vais lancer tout de suite le sondage aux participants. Puis, je vais en même temps compiler là, les questions là, pour être sûr de ne pas en oublier. Donc, j'invite les participants à compléter le sondage. Amélie, la première question qu'on a, c'est sur le concept. C'est quoi le concept de calendrier éditorial? Alors, attends une petite minute que les gens terminent de remplir le sondage. Je vais te dire go! Ça rentre, ça rentre. Je pense que je vais l'arrêter. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça va nous permettre d'analyser tout ça pour une prochaine édition. Donc, j'y vais. Donc, je répète la première question. Est-ce possible de nous expliquer le concept de calendrier éditorial? Puis, j'en profite pour t'adjoindre la deuxième question qui est, est-ce que tu peux nous répéter le ou les meilleurs réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes? Oui. En fait, le calendrier éditorial, en fait, c'est que la personne qui est responsable des réseaux sociaux, elle doit se munir d'un calendrier. Nous, on le fait avec un Google Sheet où est-ce que là, pour chaque réseau social, pour chaque date, elle anticipe d'avance c'est quoi qu'elle va partager, elle sait elle inscrit aussi
à mesure que ce qu'elle a déjà fait. On peut dire, ah ben ça, on l'a déjà partagé, regarde, on l'a partagé à ce moment-là. Puis, on peut s'en servir aussi d'une année à l'autre pour voir qu'est-ce qui avait bien fonctionné, à quel moment de l'année, s'assurer qu'on ne va pas repartager. Et 2 fois la même chose, mais aussi, ça permet de favoriser la collaboration avec les autres collègues. Là. Par exemple, si dans une équipe, il y a quelqu'un qui est là, « Hey, là, vous avez encore oublié la semaine de je ne sais pas quoi là, cette année. Ah, bien, regarde, on va le mettre dans notre calendrier. » Fait que là, la personne des réseaux sociaux, elle a comme à voir les grands événements importants d'avance quand elle fait sa planification. Si, par exemple, nous, pour LinkedIn, on fait des portraits d'employés, là, on a changé de gestionnaire, il peut voir c'est quoi les employés qu'on avait déjà présentés. Donc, c'est vraiment un outil. On s'est rendu compte que quand le gestionnaire des réseaux sociaux, dans notre cas, n'utilisait pas, puis il y a plein de modèles, il y en a qui sont même intégrés dans les plateformes. Je ne sais pas si, par exemple, il y a des plateformes comme Hootsuite ou qui permettent de coordonner plusieurs réseaux sociaux en même temps. Il y en a qui offrent déjà des modèles de calendrier, mais moi, je dis toujours aux personnes qui sont en charge, parce qu'il y a des fois, il y a du roulement, là, et de choisir l'outil qui est le plus efficace pour lui ou elle. Là, je m'assure que cet outil-là est vraiment complet, qu'on n'oubliera rien, qui est fonctionnel. Puis là, bien, on collabore avec la personne pour soutenir. C'est la même chose qu'on fait pour l'infolette. Là, nous, dans le fond, pour notre infolette, on en envoie une fois par semaine. On a vraiment quels sont les sujets. À chaque semaine, c'est quoi qu'on va aborder dans l'infolette, puis c'est quoi les publics qui sont visés par cette infolette-là, puis on coche les colonnes de publics pour être sûr de ne pas en oublier. Donc, vraiment, c'est de se donner un système systématique qui est organisé dans le temps puis qui permet de travailler 2, 3, 4 semaines d'avance les publications à venir pour ne pas se faire prendre aussi. Nous, on a comme un système de gestion de risque là, chez Alloprof, puis on s'est rendu compte que ce qui était le plus risqué pour notre organisation, c'était de faire des coquilles sur nos réseaux sociaux dans la mesure où est-ce qu'on pouvait vraiment perdre la face facilement puis que quand notre communauté, il y en a des fois qui ne sont pas de bonne humeur, là, ils se lâchent, là, bien, là, on fait tout réviser. Fait que dans le fond, en plus, avec notre calendrier éditorial, on sait à quelle semaine on est rendu à faire réviser. On peut vraiment faire un suivi plus précis. La question concernant les réseaux sociaux qui fonctionnent avec les élèves, c'est une très bonne question. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais donc contente de faire une présentation pour les parents parce que les élèves, c'est une autre paire de manches, les rejoindre, sont de plus en plus difficiles à rejoindre aussi parce que c'est des mineurs et ils ne sont plus sur Facebook, je vous le confirme. Ils sont sur Instagram, mais encore là, la façon dont on réussit à les rejoindre sur Instagram, pour nous, c'est de faire des memes, mais ce n'est pas facile de porter le message. On les rejoint sur YouTube, on les rejoint sur Snapchat, mais pas Twitch, on a testé. TikTok, ça marche aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Oui. Merci beaucoup, Amélie. Je vais y aller avec une dernière question parce qu'il nous reste 1 minute. Et pour les gens qui ont posé des questions, je vais faire le suivi avec Amélie pour vous fournir des réponses là, aux questions qui vont demeurer dans le chat. Est-ce que tu pourrais répéter les 2 noms des logiciels pour l'analyse des mots-clés? Il y en a un qui ressemble à grenouille. Oui. Screaming Frog, la grenouille qui crie. Ça, c'est vraiment pour analyser le site, mais ce qu'on utilise pour faire les audits de mots-clés, donc évaluer l'utilisation des mots-clés par les concurrents puis choisir quels mots-clés on met, là, c'est SEMrush, S-E-M comme le S-E-M, Rush, R-U-S-H. Mais ça évolue, il y en a peut-être d'autres qui sont aussi... parce que ça, c'était les recommandations qu'on avait eues il y a 5 ans. En fait, ça évolue tellement qu'on veut engager... encore quelqu'un pour remettre à jour notre stratégie toujours pour rester vraiment bien positionné. Et je te remercie, Amélie. Ça met fin à notre conférence. On espère que vous avez apprécié l'événement. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. Ça fonctionne pour les partenaires et les parents. Pour consulter la programmation des événements à venir. Puis, pour tous ceux qui sont inscrits, on se retrouve dans quelques minutes pour la conférence là, sur le programme hors piste. Merci beaucoup.